Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères étudiantes, chers étudiants, nous nous retrouvons pour la troisième vidéo concernant le chapitre sur les tests. Alors c'est la dernière vidéo concernant ce chapitre. Comme vous l'avez bien remarqué, donc j'ai partagé le cours en 3 parties et dans chaque partie il y a un cours PDF et une vidéo explicative du cours. Alors j'espère que vous aviez saisi un petit peu, à partir du premier et du 10e cours, un petit peu la philosophie des tests, comment les construire, surtout la construction, et un petit peu la méthodologie suivie pour réaliser des tests. Alors comme vous le savez, la méthodologie générale ne change pas, hein, soit que vous faites le test sur les moyennes, soit sur les variances, soit sur les proportions qu'on va voir tout à l'heure. Alors, la semaine dernière, ou bien pendant la dernière vidéo et pendant le dernier cours, j'avais expliqué un petit peu le test sur la moyenne. Et maintenant, je vais terminer ce chapitre par le test sur la variance et le test sur les proportions. Alors, comme par rapport au test sur les moyennes, on a supposé des fois le sigma carré connu ou bien sigma connu et sigma inconnu. Donc on va essayer de faire de la même manière, on va essayer de réaliser les tests sur les variances. Alors bien sûr, les tests sur les variances, vous aurez les cas, pratiquement tous les cas, test unilatéral à droite, unilatéral à gauche et test bilatéral. Alors on va commencer tout d'abord par parler des statistiques qu'il faut utiliser au niveau du test de la variance. Alors je vous rappelle que lorsque vous avez fait les intervalles de confiance avec M. Faizi, leur construction a nécessité plus ou moins 3 lois. La loi normale pour le test pour l'intervalle de confiance de la moyenne, et vous aviez la loi de Kide pour l'intervalle de confiance concernant les variances. Alors ici, on a fait pratiquement la même chose, hein, parce qu'on s'inspire un petit peu de ce qui a été fait au niveau des intervalles de confiance pour essayer de réaliser les tests. Alors comme vous le savez, vous avez une variance empirique S carré, et vous avez sigma prime au carré, vous avez le sigma carré. Alors le sigma carré est égal à 1 sur n sigma des x i moins x bar le tout au carré, ça c'est ce que vous connaissez au niveau du cours depuis le début, au niveau de la définition de la variance. Et là vous avez un estimateur de la variance lorsqu'on mu est inconnu, d'accord? Et vous avez une estimation de la variance quand mu est connu. Alors on note un estimateur de sigma carré par s carré quand mu est connu par la formule 1 sur n moins 1 sigma x i moins x bar le tout au carré. Et dans le cas où mu est connu, on remplace le x bar par mu. Alors vous supposez bien ici que dans le premier cas, vous êtes dans un cas d'un échantillon, et dans le deuxième cas, vous êtes dans le cas d'une population. D'accord? Le mu inconnu et le mu connu. Il y a des fois, on vous donne le mu connu de la population. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer depuis le début. Hein. Si vous n'avez pas encore compris la philosophie du cours sur les tests, sur l'intervalle de confiance et sur les estimations, vous aurez du mal un petit peu à réaliser la notion de test, parce qu'on utilise pratiquement la même technique, puisque on est toujours en présence d'une statistique qu'il faut utiliser. Et le processus, il est toujours le même. D'abord, définir les hypothèses. Deuxièmement, définir le alpha. Troisièmement, définir la statistique du test. Et vous avez la règle de décision. Et après, vous terminez par une conclusion. Alors, après avoir défini ici les deux estimateurs soit au niveau de la moyenne, soit au niveau lorsque le S carré il est connu, ou bien lorsque le mu il n'est pas connu, hein, vous avez ici cette notion au niveau de ces estimateurs qu'on va essayer d'utiliser. Alors,
Tout d'abord, on va essayer de traiter le cas mu inconnu, et vous allez voir que la différence avec le mu inconnu, il va changer juste la statistique qui change. Alors en général, on va essayer de commencer le test H0, sigma égale à sigma 0, ou sigma inférieur ou égal à sigma 0, c'est la même chose, ça donne le même résultat, contre H1, sigma est supérieur strictement à sigma 0. Mu est inconnu, donc on va être dans ce cas où mu est inconnu. Alors si mu est inconnu, on va essayer de l'estimer par la formule que j'ai marquée tout à l'heure, hein, cette formule qui est là. Alors cette formule-là, c'est un S carré est un estimateur de mu, et donc j'ai marqué n-1 S carré égale à sigma dx carré, et donc on va poser cette statistique, vous allez vous rappeler de cette statistique qui est là, c'est cette statistique qu'on va essayer d'utiliser pour déterminer le test. Alors vous savez bien ici que j'ai divisé par sigma 0 au carré, et pareillement ici j'ai divisé par sigma 0 au carré. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a un théorème du cours qui vous dit que le S carré, ou bien le S carré sur sigma 0 au carré n-1, celui-là, il suit une loi de qui 2 à n-1 degré de liberté. D'accord? Ça, c'est un théorème connu en statistique inférentielle. Et normalement, ça a été donné par M. Feyzi. Mais dans tous les cas, soit vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, le plus important, c'est de savoir que ce Z qui est là, il suit une loi de qui 2 à n-1 degré de liberté. D'accord? Alors, bien sûr, ici, comme je vous ai expliqué pendant la dernière vidéo, je vous ai dit que, c'est-à-dire que la forme du test qui est là, c'est elle qui va nous donner une forme de la règle de décision. Alors, regardez bien ici. Vous avez au niveau de H1, vous avez mu supérieur à sigma et supérieur à sigma 0. Donc, automatiquement, lorsque vous voulez rejeter H0, ça veut dire accepter H1, au niveau de la règle de décision, vous allez dire que Z doit être supérieur à un certain C alpha qu'on va essayer de déterminer. Et c'est pour ça qu'on marque ici que S carré estime sigma carré et sous H1, S carré grand sous H1. Ça veut dire qu'il prend des valeurs qui sont grandes sous H1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez choisir cette zone de rejet de H0, il faut que vous soyez supérieur à un certain coefficient C alpha. Alors, on rejette H0, on accepte H1 si Z est supérieur à C alpha. D'accord? Voilà, donc vous voyez bien que ce que j'ai marqué ici, au niveau de... Là, vous avez Z doit être supérieur à Z alpha, à C alpha. Et donc, vous essayez d'accepter H0 si Z est inférieur à C alpha. Ça veut dire que vous revenez un petit peu à ce que vous aviez ici au niveau de l'hypothèse H0. Alors en général, ici au niveau de la statistique, comme je vous ai dit, il y a un petit problème au niveau de... Parce que je voulais écrire un petit peu. Alors, juste pour vous montrer un petit peu la partie. Alors bien sûr ici, si vous voulez ici, alors ici, bien sûr, comme je vous ai dit, on ne rejette pas H0, on accepte H1 si Z est inférieur à C alpha. Et de la même façon, vous cherchez le alpha qui est là par la probabilité que sigma égale à sigma 0. Ça veut dire
c'est la probabilité, d'accord, que H0 il est vrai, sachant que vous avez accepté H1. Z est supérieur à C alpha, ça veut dire qu'on a accepté H1 ici. C'est H1. Donc c'est comme ça qu'on calcule un petit peu le quantile C alpha. Et là, vous avez P, la probabilité de Ki2 de N-1, puisque Z est suit une loi de Ki de N-1 sous H0, soit supérieur à C alpha, ce qui implique que P de Ki de N-1 inférieur strictement à C alpha ou inférieur ou égal à C alpha, c'est la même chose, est égal à 1 moins alpha, est égal à K alpha. Donc le quantile de la loi de Ki2 ici, c'est Ki2 N-1, 1 moins alpha ici. D'accord? Alors souvenez-vous, chaque fois que vous avez le test unilatéral, c'est 1 moins alpha. Si le test bilatéral, c'est 1 moins alpha sur 2. Et ici, à la place de alpha, vous allez avoir ici alpha sur 2. Et voilà, votre règle de décision pour ce type de test. Et on accepte H0 si Z est inférieur ou égal. Et on accepte H1, ça veut dire on rejette H0 si Z est supérieur à Ki2 de N-1, 1 moins alpha. Alors je crois que les choses deviennent maintenant plus claires. J'espère que à partir de cette vidéo-là, vous auriez maintenant vous aviez pratiquement tous les ingrédients pour pouvoir réaliser un test sans aucun problème. Ça veut dire que la procédure à suivre, elle est toujours la même et il n'y a rien d'extraordinaire maintenant, puisque c'est la troisième partie du cours, ou bien c'est la troisième vidéo. Tout a été expliqué dans le sens où la méthodologie n'a pas changé. Et donc ça, c'est la règle de décision. Et après, pour la conclusion, vous calculez Z observé à partir des données que vous avez et vous cherchez le Ki de N-1, 1 moins alpha à partir de la loi de la table de la loi de Ki2. Ça, je peux vous expliquer ça peut-être dans la correction du TD, mais comme je vous ai dit, hein, vous pouvez trouver sur Internet, YouTube par exemple, comment lire une table de la loi de Ki2, la loi du student, la loi normale, ça se fait exactement de la même façon. Alors voyez bien ici que si mu est connu, d'accord, alors ce qui va changer au niveau de l'estimateur, c'est le sigma prime, c'est celui qui va changer. Donc au lieu d'avoir un Z, on va avoir un Z prime qui est égal à N sigma prime au carré sur sigma 0 au carré, pour sigma égale à 0. Et donc, vous êtes en train de voir que la seule chose qui a changé, c'est la statistique Z, c'est Z prime. Z était N-1 S carré sur sigma 0 au carré. Maintenant, ça, c'est N sigma prime au carré sur sigma 0 au carré. Et donc, vous allez avoir ici le test. On accepte H0 si Z prime est inférieur à Ki2, et non pas N-1, mais Ki2 de N. Vous voyez? C'est ça la différence qui existe entre les deux. Il y a des fois c'est N et des fois c'est N-2. Voilà, donc ça c'est... Voilà, je l'ai souligné en rouge. Voilà, c'est Ki2 de N ici et non pas Ki2 de N-1. Et pareillement ici, vous allez avoir ici Ki2 de N et ici Ki2 de N. Et là, vous voyez bien que ce que vous avez ici, c'est Z' ici. Voilà, je marque Z' ici. Voilà. Voilà, j'espère que cette partie elle est claire. Alors, je vous ai donné ici un exemple d'application qui va vous permettre d'appliquer exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et donc, cette partie au niveau des variances, en général, c'est une partie très importante qu'on utilise souvent dans les bourses, par exemple, quand on veut savoir la fiabilité d'une action boursière. Est-ce que c'est pratiquement une sorte de prévision qu'on compare par rapport à une valeur de référence. Alors le cours de l'action d'une entreprise, un jour donné,
est supposé suivre une loi normale mu sigma carré. Mu est lié aux fondamentaux de l'entreprise et de l'économie. C'est la moyenne. Sigma mesure la volatilité du cours, ça veut dire que la volatilité du cours, ça veut dire est-ce que le cours il va augmenter ou il va diminuer, la volatilité du cours. On avait observé dans le passé, c'est-à-dire que sigma est égal à 3. On note le cours d'action 6 jours différentes et voici le prix de l'action. Alors vous voyez bien ici que vous avez sigma est égal à 3, c'est ce qui a été plus ou moins noté pendant les 6 jours. Alors le but c'est de savoir est-ce que cette volatilité il va augmenter ou bien il va diminuer, pour pouvoir dire si jamais il augmente, ça veut dire la valeur il augmente, les gens ils peuvent vendre, et ceux qui ont peur d'avoir une baisse, ils peuvent vendre leurs actions. Et les autres, ils peuvent acheter. Si jamais ils savent que ça va augmenter, ils vont acheter par rapport aux gens qui veulent ici vendre. Alors la volatilité a-t-elle augmenté? Faire le test avec alpha égale à 5%. Alors vous voyez bien, j'ai marqué ici, regardez, lorsqu'il vous pose une question ici, la volatilité a-t-elle augmenté? Faire le test alpha égale à 5%. Alors cette question qui est là, c'est toujours la question qu'on pose ici, va-t-elle augmenter? Ça veut dire est-ce qu'il va être supérieur à 3? Donc automatiquement, lorsque vous voulez faire les hypothèses, toujours l'hypothèse H1 alternative, c'est elle qui prend ici la question. Alors je l'ai marqué ici, notez bien. Alors la question qu'on vous pose, ici la volatilité a-t-elle augmenté, se traduit au niveau de la formulation des hypothèses des tests, toujours par l'hypothèse alternative H1. Ça veut dire que je vais avoir H1, sigma est supérieur à 3, et normalement le contraire de sigma supérieur strictement à 3, c'est sigma égale à 3 ou bien inférieur ou égal à 3. D'accord? Ça c'est le contraire. Vous pouvez, puisqu'il nous a dit a-t-elle augmenté, vous aviez sigma égale à 3, c'est cette question qu'on s'est posée. Et c'est exactement ce qui est marqué ici au niveau du cours. C'est-à-dire que soit sigma est inférieur ou égal à sigma 0, soit sigma il est inférieur à sigma 0. Nous on est dans ce cas. Sigma est égal à sigma 0 et le sigma 0 est égal à 3. Alors, vous voyez bien que ce qu'on a essayé de faire ici, c'est suivre la méthodologie qui a été utilisée depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est donc dans le cas où mu est inconnu, on doit utiliser ici, pas on doit utilisera, donc la statistique du test qui est Z N-1 S carré sur sigma 0 au carré. Alors, c'est ce qu'on avait dit au début. C'est-à-dire que le mu, il est inconnu ici. Ils ne nous ont pas donné de mu ici. D'accord? Ah, on parle d'une action. Ils nous ont donné ici les différentes valeurs des xi. C'est-à-dire la valeur de l'action. Alors, puisque sigma il est inconnu, on l'estime par z qui est égal à n-1 s carré sur sigma 0 au carré, qui est égal à 1 sur sigma 0, sigma des xi moins x bar le tout au carré, et on a cette formule qui est là, xi moins x bar. Vous calculez la moyenne arithmétique, vous allez trouver que c'est 120 ici, pour ces valeurs qui sont ici, et vous retranchez à chaque fois et vous divisez par sigma 0 au carré pour essayer de trouver ce fameux z qui est là. Alors après, il faut que vous cherchiez le s carré. Le s carré, il est donné par sigma des xi moins 220 le tout au carré. Sigma des xi moins x bar le tout au carré. Alors vous trouvez ici 14. Z observé est égal à 7,17 et vous essayez de la comparer à 11,07. Ça, le 11,707, c'est le quantile de la loi de student à n-1 degré de liberté. Bien, voilà. n-1, et ici vous avez 1 moins alpha, n-1 est égal à 5 puisque vous avez 6 valeurs. Et donc, une fois vous avez la valeur de z observée, vous remarquez bien qu'il est inférieur à 11,007, c'est la règle de décision, il est ici. D'accord? Donc, on va accepter, puisqu'il est
il est inférieur, donc on adopte l'hypothèse H0. Ça veut dire on rejette l'hypothèse H1. La volatilité n'a pas augmenté. Ça veut dire pendant cette semaine, la volatilité il va rester par rapport à sigma est égal à 3. Ça veut dire une constance par rapport à la valeur. Voilà, j'espère que grâce à cette question, vous avez compris ce qu'il faut faire. Alors, je pense que si vous avez suivi un petit peu la partie qui a été expliquée au niveau du cours, et maintenant avec cet exemple-là, vous voyez bien ici que c'est-à-dire que la correction de cet exercice, elle nous a demandé rien du tout, hein, juste quelques lignes. Il faut savoir écrire la formulation des hypothèses. Vous y allez directement sur la statistique Z et vous faites la règle de décision et vous concluez. Ça, c'est la conclusion. La volatilité n'a pas augmenté. Alors, pour le test de bilatéral, sigma égale à sigma 0 contre H1, sigma différent de sigma 0, pour mu inconnu, on est toujours dans le cas mu inconnu. Alors la statistique de test, il ne change pas ici, c'est toujours Z hein, qui est ici, il ne change pas. Et donc vous essayez d'appliquer la statistique pour trouver la règle de décision par rapport à quel quantile on l'utilise. Mais pour un test bilatéral, puisque vous avez sigma égale à sigma 0 contre H1. H1, sigma est différent de 0, ça veut dire que sigma il peut être supérieur strictement à 0 ou inférieur strictement à 0. Donc c'est pour cela qu'on dit bilatéral, il englobe les deux. Alors s'il englobe les deux, je vous ai expliqué ça, vous êtes aux bornes, c'est-à-dire que le A alpha et le B alpha, c'est les bornes qui sont sur, c'est-à-dire la région du rejet de H0. La région de rejet de H0, c'est la région qui est entre A alpha et B alpha. À l'extérieur de B alpha, vous êtes sur non-rejet et inférieur à alpha, vous êtes non-rejet aussi. Donc, on accepte H0, c'est-à-dire on ne rejette pas H0 si Z il appartient à alpha, B alpha. On accepte H1, on rejette H0 si Z n'appartient pas à cet intervalle. Alors bien sûr, le A alpha et B alpha, ils sont donnés par, vous avez ici alpha sur 2, parce qu'on a un test bilatéral, d'accord? Alors, vous voyez bien ici que, normalement, avec un schéma, vous pouvez voir un petit peu comment ça marche au niveau du A alpha et de B alpha. Il suffit juste de tracer la table de la loi de Ki 2. Vous mettez ici A alpha, ici B alpha, et ce que vous avez ici, c'est la zone de rejet. D'accord? Ou bien la zone d'acceptation de H0, à l'extérieur, c'est la zone de rejet. Alors bien sûr, vous acceptez H0 si P de Ki de alpha est inférieur à alpha est égal à alpha sur 2. Donc vous avez le A alpha est égal à Ki de N-1 alpha sur 2. Et pour le B alpha, vous avez le Ki de N-1 1 moins alpha sur 2. D'accord? Voilà pour le A alpha et le B alpha. Alors une fois vous avez votre A alpha et votre B alpha, bien sûr ça, on l'a lu sur la table de la loi de Ki de N-1 degré de liberté. Une fois que vous avez ça, vous pouvez chercher le Z observé comme tout à l'heure et juste le comparer. Est-ce qu'il est à l'intérieur ou bien à l'extérieur? S'il appartient, on accepte H0. S'il n'appartient pas, on accepte H1. Et bien sûr, rien ne change. Si vous travaillez avec mu qui est connu, on remplace Z par Z' et x2 de n-1 par x2 de n. Et ici, vous avez le Z'. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous avez compris un petit peu la philosophie des tests, et vous avez compris le test sur la moyenne, le test sur la variance, avec ce que je suis en train de vous expliquer, vous aurez toujours... C'est toujours la même chose, hein. Je vous ai dit que la seule chose qui change au niveau des tests, soit au niveau de la moyenne, soit au niveau de la variance, c'est cette statistique Z et qu'est-ce qu'il va suivre comme loi. Alors, souvenez-vous, vous avez toujours le test soit les intervalles de confiance de la variance, vous utilisez toujours cette statistique Z et vous avez toujours une loi de Ki 2. D'accord? Et pour les moyennes, vous avez soit une loi normale, soit une loi de student. Donc voilà pour cette partie concernant le test sur la variance. Je vais terminer avec un exemple ici de cette partie. Alors dans notre exemple, le cours de l'action avec sigma égale à 6 ou sigma différent de 6 par exemple,
Et donc vous appliquez ici la règle, et vous avez pour alpha égale à 5%, donc vous avez alpha sur 2 égale à 2,5%, et vous cherchez le A alpha et le P alpha par la définition que je vous ai dit tout à l'heure, et vous trouvez sur la table de la loi de Ki2 0,831 pour A alpha, et ça se trouve au niveau des tables, hein, d'accord? Ça, c'est au niveau de la table de la loi de Ki2. Alors vous avez le Z observé ici est égal à 1,94, et donc lorsque vous comparez avec A alpha, B alpha, vous voyez bien que 1,94 il appartient à cet intervalle 0,831 et 12,833, et de ce fait on adopte on adopte l'hypothèse H0, on accepte H0 parce que il appartient. Voilà, vous êtes ici dans cet intervalle où il appartient au niveau de cet intervalle. Alors la dernière partie du cours concerne le test sur les proportions. Alors comme je vous ai expliqué ça tout à l'heure, vous avez trois types de tests. Ce sont des indicateurs qu'on vous demande à peu près d'estimer, soit une moyenne, soit une variance, soit une proportion. Et c'est ce que vous avez fait par rapport aux intervalles de confiance. Vous avez fait le test de la moyenne, le test de la variance et le test d'une proportion. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se place toujours dans les conditions d'une loi normale. Et pareillement ici pour les tests d'une proportion, on se place dans une loi normale, ça veut dire que on est dans des conditions de telle sorte que le x bar qui est là, il suit une loi normale, E de x bar et V de x bar. Alors vous avez ici la loi de... Vous avez deux populations pour les proportions A et B. On veut tester les proportions P d'individus du type A. Pour cela, on prélève un échantillon de un individu, un échantillon de Bernoulli, parce que chaque individu, soit il est du type A, soit il est du type B. Donc, vous avez la loi de Bernoulli, c'est une loi qui prend deux valeurs, 0 et 1. La probabilité que x égale à 1 est égale à P, et la probabilité que x égale à 0 est égale à 1 moins P qui est égal à Q. C'est ce que j'ai marqué ici. Hein. Vous avez A, il joue le rôle d'une probabilité P, et là vous avez une probabilité Q. Et donc, c'est-à-dire que d'après la loi la théorème centrale limite, vous avez la proportion P est estimée par x bar. D'accord? Et si x c'est n est grand, ça veut dire que vous êtes dans des conditions que la moyenne, il suit par le théorème central limite, la loi normale, E de x bar et V de x bar. Et comme le x bar il est sans biais, E de x bar est égal à P, parce que P estime x bar. Ça, je crois que vous l'avez fait au début avec M. Faizi au niveau de l'estimation. Vous avez P est un estimateur, x bar est un estimateur sans biais de P. E de x bar est égal à P, et var de x bar est égal à sigma carré sur n. Et le sigma carré, c'est P1 moins P sur n. Puisque vous avez ici, vous répétez cet échantillon de Bernoulli et de 1 jusqu'à n, c'est comme si vous êtes avec une loi de probabilité de la loi binomiale. Et avec la loi binomiale, vous avez l'espérance de x égale à P, et la variance de x est égale à P1 moins P. Donc c'est pour cela qu'on marque ici P1 moins P. Normalement, E de x bar est égal à P, et V de x bar est égal à sigma carré sur n, et le sigma carré, c'est P1 moins P. Pour les étudiants qui ne le savent pas, vous pouvez trouver ça soit sur Internet ou bien sur les cours. Si vous revenez un petit peu au cours de M. Faizi, sûrement il vous a parlé de ça. Sinon, c'est un cours de probabilité de S2. Hein. Lorsque vous avez étudié un petit peu les lois de probabilité, vous aviez, pour une loi binomiale, son espérance est égale à P et sa variance est égale à NPQ. Voilà. Alors, si vous essayez de centrer et de réduire pour avoir une loi 0,1, vous allez faire x bar moins P sur racine carrée de P1 moins P sur n. Donc tout ça, ça suit une loi normale N01. Comme je vous ai dit, on réduit
on réduit, on retranche la moyenne et on divise par racine carrée de la variance pour essayer de trouver une loi N01. Pourquoi on cherche une loi N01? Parce que c'est elle qu'on connaît, sa table, au niveau des valeurs, des quantiles qu'on va essayer de chercher tout à l'heure. Alors en estimant P par X bar, vous avez le grand X bar moins P, X bar 1 moins X bar sur N. Pourquoi? Parce que le P que vous avez, vous l'avez remplacé par X bar. C'est la même formule qui est là, celle-là avec celle-là, sauf que plus ou moins on a changé le P par son estimateur qui est égal à X bar. Alors on va essayer de réaliser un premier test et les autres tests, vous allez avoir un exercice au niveau de TD qui va vous parler de P supérieur à P0 et dans un exemple où vous avez P égale à P0 contre P différent de P0. Alors, puisque vous avez trouvé la statistique du test, et ce suit loi normale, donc sur H0T est plus grand que sur H0 que sur H1, donc car X bar estime P, et P, vous avez P est inférieur à P0. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous essayez de voir, on accepte H1 et on rejette le H0. C'est en fonction de ce qui est marqué par rapport à l'hypothèse alternative H1. Alors, regardez, H1P est inférieur à P0, et ici, la règle de décision T est inférieure à C alpha. Et vous faites de la même façon, hein. Vous évaluez alpha égale à sup, d'accord? Et vous cherchez le C alpha est égal le quantile de la loi normale. Donc P de N01 inférieur à Phi alpha est égal à 1 moins alpha. Et donc vous allez avoir une valeur négative parce que vous vous placez à gauche de la valeur de C alpha. Alors je crois que rien n'est difficile là-dessus, il suffit juste de savoir la statistique T et la règle de décision, c'est tout. Après le calcul c'est quelque chose de banal, et savoir calculer le C alpha. C'est un processus qu'il faut apprendre. Alors dans cet exemple on va essayer de traiter le cas bilatéral. Hein. Alors dans cet exemple on va traiter le cas bilatéral de la proportion. Alors sur 400 naissances, d'accord, naissance il manque un S, on compte 205 garçons au niveau 5%. T, c'est l'hypothèse selon laquelle la probabilité qu'un garçon naisse est 1/2. Alors on veut réaliser le test suivant. P égale à P0 contre P différent de P0. Alors vous êtes dans un cas bilatéral. Alors automatiquement dans le cas bilatéral, comme on l'avait fait par rapport aux proportions, il faut ici un intervalle, ici, A alpha et B alpha. D'accord? Et bien sûr, le A alpha et B alpha ici, c'est pas comme la loi de Ki-2, puisque ici, on est dans un cas où vous avez la loi normale. Alors, vous allez faire quoi? On pose toujours la statistique de T, de T. Alors, X bar moins 1,5 parce que P égale à P0, d'accord? Et vous avez racine carrée de X bar, 1 moins X bar sur N. Alors, sur H0, c'est suit la loi normale. On prend H0 si T, il appartient à moins C alpha, et on prend H1 si T n'appartient pas. Avec alpha égale à P, la probabilité que H0 il est vrai, d'accord? Et que cette statistique n'appartient pas à T moins alpha. Et donc vous avez P de N01 n'appartient pas, c'est-à-dire que alpha sur 2 égale à la probabilité de N01 supérieure à C alpha. Et vous cherchez le quantile de la loi normale, le C alpha est égal le quantile de la loi normale avec 1 moins alpha sur 2. D'accord? Alors si vous le faites, 0, avec la table de la loi normale, alpha égale à 5%. Donc ça fait ici 0,975. Et si vous cherchez au niveau de la loi normale P de N01 inférieur ou égal à C alpha égale à 0,975, vous allez voir que le C alpha ici est égal à 1,96. Et bien sûr, une fois que vous calculez ça, c'est terminé. Vous cherchez le T observé. Vous trouvez que
ce T observé, il est à peu près égal à 0,5. D'accord? D'accord? Alors, 0,5, il est compris entre moins 1,95 et 1,95. Donc, automatiquement, on adopte le H0 qui est là. Et voilà. Donc, voilà la partie sur le test. Comme je vous ai dit, on va essayer au niveau du TD que je vous ai posté, la partie qui concerne le P supérieur à P0. On a traité P inférieur ou égal à P0 au niveau des proportions. Et voilà. Au niveau de H1, on va avoir P supérieur strictement à P0. Et comme ça, vous aviez traité plus ou moins tous les cas. Et donc, normalement, dans un exercice d'examen, par exemple, si on vous donne la proportion, il y a deux parties qui sont traitées dans le cours, et il y a une troisième partie qui sera traitée dans le TD. Donc, en général, si on vous donne un examen, un sujet de test sur les proportions, normalement, tout le monde doit le faire avec aisance. Il n'y a pas de difficulté apparente. Voilà, chers étudiants, donc c'est fini pour cette partie aussi du cours sur le test. Donc on a terminé le cours, et donc je vais essayer de vous poster la prochaine fois. Je vous ai posté un TD, vous essayez de le faire pendant ces vacances, et je vais vous donner les corrections au cours de la semaine prochaine, c'est-à-dire vers vendredi ou un truc comme ça. Je suis en train de rédiger la réponse pour c'est-à-dire la poster, et en même temps je ferai une vidéo explicative de cette partie du TD. Alors je suis en train aussi de penser de vous faire une vidéo sur ce qui a été dit au niveau des intervalles de confiance et les estimations, une vidéo générale qui explique un petit peu tout. Comme ça vous pouvez y revenir pour essayer de comprendre les choses que vous n'avez pas compris. Donc voilà, bon courage et à la prochaine. Merci.